prend rendez-vous avec l'histoire. C'est donc un devoir de mémoire dont il va s'agir ce soir au cours de cette émission. 24 mars 1969, 24 mars 2014, 45 ans déjà depuis que nous a quitté le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Nous allons donc parler de l'homme, parler de sa vie sociale, retracer son parcours politique, beaucoup d'écrits à ce jour à son sujet, beaucoup de témoignages également. Ce soir, il y aura un témoignage de plus parce que je vais recevoir pour en parler Jean-Félix Tchobo. Il est président général de l'Alliance africaine pour la solidarité et la démocratie, ASOD, un parti qui fait partie de cette immense toile politique de la République démocratique du Congo. Il est donc kassavubiste. Je lui dis bonsoir. Bonsoir Madame Gaye. Soyez le bienvenu sur ce plateau spécial Kasavubu. Vous allez bien? Je vais très bien. Aujourd'hui on parle de Kasavubu, ça vous met à l'aise, vous vous classez dans cette lignée politique. Pourquoi? Oui, parce que bon, c'est le premier président de notre pays et il a été un modèle sur le plan de sa manière de gérer le pays, sur le plan de la moralité, sur le plan de l'intégrité. Et aujourd'hui, 45 ans après sa mort, il était un devoir pour nous de pouvoir parler de lui parce qu'on a parler très peu de lui et voilà aujourd'hui surtout on a dit des choses peut-être le contraire de ce que vous venez d'énoncer ici, donc on va essayer d'étayer un peu le parcours de l'homme tout au long de cette émission. On va peut-être commencer par le début. La date de naissance de Kasavubu, on peut le dire, reste plus ou moins incertaine, hein. On cite plusieurs années comme ça, la plus probable, nous dit-on, est peut-être 1915. Sa naissance et son nom portent également sont liés à des événements assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une date précise. Son autobiographe, Charles-André Gillis, parle de 1913. Les missionnaires des Scouts parlent de 1915. L'une de ses filles également. Et Justine, qui s'appuyait sur cette date-là. Marie-Rose parle plutôt de 1917. Mais bon, il faut comprendre un peu l'époque. Les choses n'étaient pas très bien organisé et voilà, mais c'est autour de ces dates-là, 1913, 1915, 1917. Le roi Kassa, comme on l'appelait, il faut dire que ce nom Kassa porte une valeur plutôt particulière. Oui, dans le Mayombe, Kassa est une écorce à base du poison. Kassa veut dire épreuve, Kassa veut dire jugement, Kassa veut dire poison. Pourquoi ce nom Kassa donné au premier président de notre pays? Et tout simplement parce qu'il y a un événement qui a entouré en fait un peu sa naissance. Cet événement s'imposait à son père qui s'appelait Mvubu Chiku, qui avait émigré dans le Cabinda et avait appris en fait un peu de portugais. Et il aidait en fait un peu le commerçant ambulant à pratiquer leur commerce et ça fait qu'il s'est enrichi et rentré au pays. Il a été en fait l'objet, son père, des jalousies. On a raconté beaucoup de choses tout autour de lui, surtout lorsque sa servante tombait malade, le village l'a pointé du doigt. Et donc il devait en fait participer à cette épreuve-là, boire le fameux Kassa, ce poison. Et s'il était innocent, ce poison n'allait pas avoir un effet sur lui. Et donc pendant qu'il participait à cette épreuve, sa femme était presque à terme. Et c'était tellement un choc que sa femme a ressenti les effets d'accoucher. Du président. Et donc, Mvubu Chiku a réussi à cette épreuve et sa femme a donné naissance à Kasavubu. Et donc voilà pourquoi le papa a voulu donner ce nom-là à ce fils Kassa. Voilà donc l'origine du nom Kassa. Qui va, lorsqu'il sera baptisé le 31 janvier 1925, recevoir le nom de Joseph. D'où Joseph
Kassa, et Vubu, c'est le nom de son père. Voilà, on va parler un peu de son parcours scolaire, hein, déjà, ses premiers pas. Il a fait le petit séminaire de Mbatakela, il faut le dire, à 50 km de Tchela, c'est dans la province du Bas-Congo, vous êtes mieux placé. Ouais, c'est à 6 km de Tchela, à Kizu. Il est d'abord inscrit par son grand frère Nsambou Michel, qui est en fait un peu comme son tuteur, son frère aîné, au catéchuménat, à la mission de Kizu en 1925. En 1927, il est carrément logé à Kizu et commence ses études primaires sur place. Il fait la 3e et la 4e, mais il est tellement brillant qu'on décide de l'envoyer au petit séminaire de Mbatakela, à 50 km de Tchela, où il va faire les humanités latines, de 1929 à 1936. Et il aura, entre autres comme collègue en 1934, Joseph Maloula qui fut le cardinal, avant que l'on sépare, en fait, l'Église catholique décide de faire une séparation entre la mission apostolique d'en bas et d'en haut. Et donc, en 1936, ils sont, je crois, une trentaine d'élèves à terminer les humanités latines, et il va ressentir en lui la vocation de devenir prêtre. Et donc, il va aller au grand séminaire de Kabwe dans le Kasaï, où il sera sur place de 1936 en 1939. Donc, il va faire les 3 années de théologie, il va passer ses épreuves. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le retrouve-t-on dans la vie civile? Oui, en Noël 39, alors qu'il se prépare pour aller en vacances, après avoir passé ses dernières épreuves de philosophie, avant d'intégrer les 5 années autres de théologie, on le convoque par le recteur, le père Ketel, qui, lui, annonce carrément que tout doit s'arrêter là, qu'il devrait plutôt travailler dans la vie civile. Et ça, c'était sur instruction de son évêque de Boma, Van den Hoven, qui il en avait décidé ainsi. Je ne vous interromps pas, on lui reconnaît une intelligence assez remarquable, une conduite irréprochable. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois que les pères catholiques craignaient plutôt en fait un peu son esprit critique. Il s'interrogeait beaucoup. Et comme il suscitait un peu des doutes dans le chef des missionnaires, ils se sont dit on doit l'arrêter là. Déjà à l'époque précoloniale, il montrait un certain. Et donc en Noël 39, sur décision de son évêque de Boma, Van den Hoven, il est obligé de se retrouver dans la vie civile. Et c'est encore la mission de Kango qui accepte de l'utiliser, cette fois-là comme commis aux Écritures, hein, au niveau de la mission de Kango, comme un secrétaire. Hein, ouais. Et donc, il décide aussi, comme c'était un monsieur ambitieux, de continuer les études. Et donc, il va vouloir devenir moniteur. Hein, et donc il va apprendre un peu de pédagogie. Il ne gagnait pas grand-chose également comme commis aux Écritures. Oui, il ne gagnait pas grand-chose. Il a réclamé à plusieurs reprises. Il avait 50 francs comme salaire de base et 7,5 comme ration par semaine. Donc il avait à peine 80 francs. Et donc ça ne lui permettait pas de vivre normalement. Il n'avait qu'une seule chaussure, sur un seul pantalon. Et donc il écrivait régulièrement à son évêque et on lui promettait une augmentation lorsqu'il deviendra moniteur. Et donc il a tout fait pour devenir moniteur en 1941. Il est même titulaire d'une classe. Il est parmi les premiers Africains à être titulaire d'une classe au niveau de Kango. Mais ces réclamations ne trouvaient toujours pas une solution et donc il décide de s'enfuir de Kango pour aller à l'Agrifor, à Lukula. C'est une société agricole où le directeur de cette école, M. Tabito, accepte de le prendre parce que dans l'entretemps, au niveau de cette école, au niveau de cette usine, il voulait en fait un peu organiser une école des enfants des ouvriers. Et donc ils se disent mais ça tombe bien, est-ce que tu ne peux pas nous organiser en fait un peu cela? Et donc Kassavubu va essayer d'organiser en fait cette école des enfants des agents de l'Agrifor. Mais très vite il est en fait poursuivi par
par les jaloux missionnaires qui apprennent qu'il a trouvé un emploi pour lequel on lui donnait 500 francs. Et donc, on fait de mauvais rapports sur lui. Et donc, très mécontent, il décide de quitter la Griffort à Lemba pour aller à Boma, où il va faire un bref passage à l'Otraco, il va en profiter pour participer à un test. Monsieur Pétilleux va lui faire passer un test qui va faire en sorte que le 12 juin 1942, il se retrouve à Léopoldville comme aide comptable au niveau de magasins généraux. Aide comptable et ensuite comptable avec le temps jusqu'en 1957 avant de devenir... celle qui est devenue sa femme, parce que là, il a eu de quoi vivre décemment. Ça lui a permis d'épouser maman Hortense Massounda avant d'arriver à Kinshasa. Ok. On va savoir si vous êtes convaincu ou non par ce qui a été dit. Vous allez nous donner votre avis sur l'homme. Aujourd'hui, l'on dit, vous, entre autres, vous dites que de lui qu'il a été un grand acteur politique. D'où est parti son engagement ? En fait, c'est en 1946. On le découvre par Jean Bolikango. Curieusement, Jean Bolikango qui sera en concurrence avec lui pour le poste de président de la République. En fait, Jean Bolikango était en fait à la tête de plusieurs associations des anciens élèves. Il était le président général de l'ADAPES, mais il y avait la SANEF et l'UNELMA. Et donc, ils ont créé, Jean Bolikango et Jeanne Kabamba, l'UNISCO, l'Union des intérêts sociaux congolais, pour essayer en fait de combattre la discrimination raciale, améliorer les conditions sociales des Congolais. Il faut dire que ces différentes institutions à l'époque avaient donné un certain pouvoir de parole. Exactement. Et donc, Jeanne Kabamba, Jean Bolikango surtout, veulent que Kasavubu intervienne. Mais pour intervenir, il fallait être responsable d'une de ces trois associations, ASANEF, UNELMA, ASANEF. Il n'avait pas un poste. Et donc c'est Jean Bolikango qui va faire de Kasavubu secrétaire général de l'ADAPES. Et cela va lui permettre de monter sur la tribune de l'UNISCO. Et en 1946 déjà, Kasavubu va parler du droit du premier occupant. Il voulait en fait dire que le sol congolais appartenait sa première intervention politique aux Congolais et qu'on devait nous le rendre en 1946 déjà. Et ça va créer beaucoup de bruit, et ses amis même de l'UNISCO vont en fait un peu se désolidariser de lui, et Kasavubu va comprendre que les Congolais n'étaient pas encore prêts. Et il va attendre son temps, et cela va arriver le 21 mars 1954, parce qu'il sera élu président général de l'ABACO, alors qu'il n'en était même pas membre. L'ABACO a été créé en 1950 par Edmond Nzenzalandou. Mais pourquoi aujourd'hui on dit de lui qu'il est fondateur de l'ABACO alors que... Non, c'est Edmond Nzenzalandou qui avait en fait un peu parrainé par le père jésuite de Kisantu Vandouin, avait en fait un peu fondé cet ABACO, association culturelle, qui avait pour but unifier, conserver et perfectionner la langue kikongo. Mais il y avait beaucoup de petits problèmes entre les Bantandou et les Bandimbu, et Nzenzalandou se concentrait beaucoup plus sur le journal, le Congo Diangunga. Les cotisations allaient beaucoup plus vers cela au lieu d'organiser la structure. Nzenzalandou sanctionner ceux qui ne voyaient pas les choses comme le père Vandouin, et donc ça a commencé à créer des problèmes dans le milieu des Bas-Congo. Voilà pourquoi ils ont invité Kasavubu à une réunion de l'ABACO au stade Reina Street, stade 24 novembre. Kasavubu au fond de la salle est surpris d'être désigné comme président. Et donc c'est Kasavubu qui va récupérer cette association culturelle et politique. Et donc